De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et là on va débriefer un peu sur l'actualité locale. Comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, on va se pencher un peu sur les problématiques pointoises qui ont marqué l'actualité en ce début d'année scolaire, notamment sur la cantine puisque les enfants n'étaient pas garantis de pouvoir manger dans la commune jusqu'à la rentrée, effectivement, où on a eu droit à un accord entre la ville, le conseil départemental, le conseil régional pour trouver une solution. Solution a été trouvée, mais M. Djurimel a souligné une problématique sur les personnels qui devraient être en charge de la confection de ces repas. Selon lui, personne ne s'est proposé. Et on va faire le point sur la situation donc au sein de cette municipalité. À cet effet, je reçois Mario Varro de la CFTC. Bonsoir, M. Varro. Bonsoir, M. Luce. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors dites-moi, M. Varro, comment se fait-il que sur 719 agents, on ne soit pas capable d'en trouver 4 pour faire à manger pour les petits pointois? Alors, tout d'abord, permettez-moi de planter le décor pendant quelques secondes. Je suis quelqu'un d'honnête. Nul ne peut soupçonner que je sois de connivence avec M. Bangou. Sur l'histoire, je veux revenir juste sur l'histoire du mobilier qui aurait disparu. Tout à fait. Vous voulez qu'on aille sur ce dossier-là? Oui, oui. Ah ben ok, on reviendra sur la cantine par la suite. C'est pour cela que je Donc, vous ai demandé. Je ne pensais pas qu'on allait en parler. Ben, très bien, si vous me tendez la perche, moi je veux... Puisqu'on a vu un courrier aujourd'hui de M. Bangou qui est sorti sur des travaux qui auraient été faits par le nouveau maire en place, donc M. Djurimel, qui aurait retapé intégralement le bureau du maire. Alors justement sur l'histoire du mobilier, parce que qui aurait disparu, ce monsieur n'a pas voulu s'asseoir des meubles de M. Bangou. C'est lui qui s'est enfermé dans un système magico-religieux et qui n'a rien à voir avec une administration. Monsieur Luce, laissez-moi, je vous ai demandé de me permettre de planter le décor. Oui, mais il me faut des détails parce que là vous avez dit des choses là qui m'interpellent. Oui, parce que ça a été dit le 18 septembre, le vendredi 18 septembre sur ETV. Donc je me permets justement de répondre là-dessus. Et il faut rétablir la vérité. Il faut remettre à César ce qui lui appartient. Nous avons été seuls à combattre ce monsieur. Disions-nous aujourd'hui que d'être seul à le défendre, la vérité est que ni M. Bangou, ni encore moins Mme Gati-Beza n'ont emporté de meubles, ni quoi que ce soit. On peut leur reprocher d'avoir fait du clientélisme, de leur mauvaise gestion, etc. Mais pas d'avoir volé des meubles à la mairie. Cette histoire de meubles emportés est souriant et ça ne repose sur aucune réalité. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette première partie. Donc les meubles n'ont pas disparu, ne se sont pas évaporés. En tout cas, ce n'est pas M. Bangou et Mme Gati-Beza qui ont pris ces meubles. Et sur la réfection du bureau, puisque M. Bangou a tenu à envoyer un courrier pour dire on est en train de parler des assiettes des petits pointois, mais que le nouveau maire en place donc, a évacué tous les anciens meubles qui étaient présents, les tableaux, enfin tout ce qui était présent dans le bureau, et qu'il aurait cassé, fait un agrandissement et retapé le tout. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'était pas la priorité. La priorité, c'est que d'utiliser le bureau qui est là, qui est existant, et voilà, de faire avec. Parce que d'autant plus que nous n'avons pas d'argent, nous sommes dans une situation très difficile, et de voir que qu'on se permet toutes sortes de largesses. Donc, je pense qu'il y a autre chose à faire que d'aller sur ce terrain-là. On a une idée des montants qui ont été dépensés pour la réfection de ce bureau? Pour le moment, on n'a aucune communication concernant la réfection de ce bureau. En tout cas, selon vous, c'était un peu déplacé de faire ça d'entrée de jeu? Tout à fait, parce que quel signal fort qu'on donne au pointois. Donc voilà, pour moi, c'était du tout pas le moment et que je pense qu'il devrait s'orienter vers autre chose que sur cela.
Non, le problème avec Pointe-à-Pitre, c'est que vous êtes vraiment une telenovela. Cette commune, c'est vraiment une telenovela. On a toujours des épisodes chaque semaine qui sortent. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un scandale autour de meubles, par exemple, sur une passation de pouvoir. Sincèrement, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait des histoires pour des meubles. Ben oui, vous savez, c'est simple et clair. Juste pour vous donner une petite idée, ça aussi, ça m'a choqué parce qu'il a fait une conférence de presse et dans sa conférence de presse, il a pointé du doigt le personnel qui travaillait à mi-temps. Or, je rappelle que le personnel de la mairie ne travaille pas à mi-temps. Le personnel de la mairie sont obligés de faire face aux conditions de travail. Les conditions de travail ne sont pas réunies pour qu'ils puissent travailler l'après-midi. Donc, automatiquement, il fallait trouver un horaire pour pouvoir faire les 35 heures. C'est-à-dire que les agents commencent à 7h30, les agents terminent à 14h30. Lorsqu'on regarde bien, ils font 7 heures par jour, 7 multiplié par 5, ça fait 35 heures. Donc, les agents ne travaillent pas à mi-temps. Donc là encore, je ne sais pas comment il fait pour communiquer là-dessus. Et ça, c'est très choquant. Et en plus d'être choquant, il ne dit pas la vérité. Donc, moi, je suis là pour pouvoir rétablir la vérité. Mais ça nous choque un peu, puisqu'il a dit qu'il est ouvert au dialogue social. Donc, techniquement, il devrait y avoir des échanges pacifiés entre vous. Alors, justement, concernant le dialogue social, ça dépend de quel côté consommer. Et aussi comment on lit les textes, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la loi du 5 juillet 2010 qui a instauré le dialogue social. Et lorsque, par exemple, toujours concernant son passage sur ETV, j'ai demandé un certain nombre de communications de documents, comme la loi le prévoit, la loi du 17 juillet 1978, qui autorise à tout administré, encore moins une organisation syndicale, à réclamer tout document. Par exemple, il y a une facture que vous ne comprenez pas le montant, par exemple la collectivité a acheté pour 300 000 euros je ne sais pas moi, par exemple de gravier, on va dire ça comme ça, ça vous interpelle, vous avez la possibilité de demander communication de cette facture. Par exemple, sur les arrêtés de nomination, tout avancement ou autre, vous avez la possibilité de demander la communication de ce document. Vous avez aussi la possibilité de demander la communication des fiches de paye des fonctionnaires, ce qui est prévu dans les textes, et même pour... Donc tout le monde peut demander ces documents officiels. Tout le monde, n'importe quel administré, encore moins une organisation syndicale. Et pour preuve, j'ai amené un avis de la CADA qui stipule, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, c'est une institution de l'État qui dit que quelle communication que vous avez droit. Alors, ils vous disent que dans cette communication, à l'exclusion des données personnelles, c'est-à-dire le nombre d'enfants, l'adresse personnelle, le code IBAN et du secret médical. Là encore, je m'étonne que l'homme de loi, qui est avocat et de surcroît ancien DGS à la commune de Morne-à-l'Eau, puisse se permettre de s'égarer de la sorte, et que nous nous sommes toujours battus pour la transparence. Rappelez-vous, nous avons gagné de nombreux procès justement concernant la communication de documents. Donc nous l'invitons à aller voir dans les tiroirs de la mairie pour voir les nombreux jugements que nous avons gagnés, qui étaient en notre faveur. Je profite de votre antenne pour vous dire aussi aux administrés, la population, qu'ils peuvent demander communication de tout document afin de s'intéresser à la vie de leur commune. Alors tout à l'heure là, je vous ai parlé de la vie. Il y a la vie de la CADA, et dans la vie de la CADA, ils vous disent la communication. La commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable en application du 2 et du 3 de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Des éléments y figurant seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause, supplément familial, soit à l'appréciation ou jugement de valeur. Donc, vous voyez un petit peu, donc
je sais très bien ce que je dis. Et pour preuve, nous nous servons, au niveau de la CFTC, nous nous servons uniquement du Code général des collectivités territoriales. Donc tout est codifié, nous faisons qu'appliquer ce que dit la loi. Et pour aller un petit peu plus loin, je l'ai entendu dans son intervention dire que oui, qu'il y a un syndicat qui demande des documents, mais c'est comme si ce syndicat, il emmerde des mondes, voilà. Clairement. Donc, non, je pense que là, qu'il fait fausse route. Ce qu'il reprochait à M. Bangou, il est en train de faire pire. Et pour preuve, si on a demandé des documents, parce que je suis le secrétaire du CHSCT, le secrétaire du CHSCT a un rôle. Son rôle, il est là pour justement, conformément à l'article 59, il est là pour pouvoir faire l'ordre du jour en concertation avec l'autorité territoriale. Il est là aussi pour permettre qu'il y ait une connexion entre les membres du CHSCT et aussi l'autorité territoriale. Donc, il a un rôle important. Et ça, je pense que peut-être qu'il a une méconnaissance des textes, mais je lui dis très rapidement de se rapprocher du Code général des collectivités territoriales. Et donc voilà. Alors, pour couronner le tout, c'est que je suis venu avec des documents pour vous montrer encore une fois. Nous avons envoyé le 2 septembre 2020 un objet réunion du CHSCT en urgence. D'accord? C'est concernant la ville de Pointe-à-Pitre, dont vous êtes le premier magistrat qu'on est à ce jour, 7 cas de Covid confirmés, sous ce qu'on a eu de l'adjoint de la police municipale. Il s'agit d'une situation grave et inédite. Donc aussi, il semble inévitable et impératif que vous confirmiez par communiquer l'ensemble, que vous informiez par communiquer l'ensemble du personnel des gestes barrières à respecter d'une part et d'autre part la conduite à tenir en cas de suspicion ou de cas de Covid confirmé au sein des services. Par ailleurs, je vous demande de réunir sans délai le CHSCT avec comme unique point à l'ordre du jour situation de la ville au regard du Covid et mesures de protection. Donc, c'est bien pour montrer que je suis parfaitement dans mon rôle, d'accord ? Alors, après, je lui ai envoyé le 6 septembre 2020 communication de documents, c'est-à-dire qu'on nous envoie la convocation de cette réunion du CHSCT, mais dans cette convocation, on a relevé des éléments qui nous permettent pas de réunir ce CHSCT, dans la mesure où on nous communique un arrêté portant désignation du président du CHSCT. Là encore une fois, je l'ai écrit en lui disant qu'en liminaire, qu'au visa qui n'avait aucun visa du décret 85-603 du 10 juin 1985, et nonobstant aussi portant modification à celui-ci en date du 2 août 2019. Donc, c'est pour vous dire qu'on nous a communiqué des documents qui n'étaient pas conformes. Donc, charge à nous à leur dire que voilà, que vous nous avez envoyé des documents qui ne sont pas conformes. Donc, nous vous demandons de rectifier cela. Donc, jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas cet arrêté qui désigne la présidente du CHSCT. On pouvait faire obstacle pour dire que voilà, que nous ne maintenons pas cette réunion parce que vous n'êtes pas conformé à la loi. On n'est pas rigide. On a été ouvert, on a fait la réunion du CHSCT, tout en sachant qu'on savait que la présidente, Mme Galvani, n'avait pas d'arrêté. Et d'autant plus que cet arrêté-là n'était pas communiqué au contrôle de légalité. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Dans ce courrier aussi, on a demandé aussi un certain nombre d'éléments concernant les personnes qui ont été contaminées, d'autant plus que quelles mesures que la collectivité a pris. Enfin, on a posé beaucoup de questions et pour que justement que dans cette réunion-là, lorsqu'on arrive dans cette réunion-là, pour qu'on puisse avoir les éléments pour pouvoir donner un avis éclairé. Après, j'ai écrit à son DJSA en tant que secrétaire du CHSCT pour lui dire que voilà, qu'il voulait ouvrir la mairie le lundi. Or, il ne pouvait pas ouvrir la mairie parce que nous n'avons pas pu tenir la réunion du CHSCT. Il nous manquait des documents, donc il fallait obligatoirement ces documents pour qu'on puisse donner un avis éclairé. Là, encore une fois, on
nous a traités de tous les noms, que oui, que nous sommes des emmerdeurs, nous sommes d'autres organisations syndicales jouent le jeu, oui, la CFTC, ils sont là pour emmerder le monde. Non, pas du tout. On est là pour pouvoir faire notre travail. Et pour aller un petit peu plus loin, il faut savoir que nous, les représentants du personnel, au niveau de cette instance, nous sommes là pour assurer la sécurité des agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, après-demain, le maire, il a une responsabilité pénale. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité pénale. Parce que l'officier de police judiciaire, lorsqu'il viendra demander le PV, le PV du CHSCT, le procès verbal, il va voir que nous avons demandé aucun document concernant la situation. Qu'est-ce que la collectivité a mis en place? Est-ce que la collectivité a respecté les règles en matière sanitaire? Donc voilà. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons une responsabilité pénale. Et c'est ça aussi que nous protégeons. Et ça, je pense qu'il n'a pas compris et que nous jouons pleinement notre rôle et que ça, on ne peut pas l'accepter. Donc après, déjà les relations, déjà d'entrée de jeu, en tout cas, les relations sont tendues entre vous, entre la CFCC donc et le maire actuel. Non, je ne dirais pas que la situation est tendue. Par contre, comme je vous ai dit en préambule, nous ne savons pas faire. Lorsqu'on nous convoque dans une réunion, nous préparons notre réunion. On ne vient pas pour pouvoir s'asseoir comme d'autres organisations syndicales qui ne disent rien, qui ont la bouche fermée. Mais nous travaillons notre dossier. Vous pouvez nommer des noms, hein, comme ça on saura qui est qui. Oui, ne vous inquiétez pas. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vous ai amené des documents, toujours pour montrer encore notre transparence. On a une facture qui nous dit que la collectivité a acheté pour 35 000 euros de masques. 7 000 masques pour 35 000 euros. Oui. 7 000 masques pour 35 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce sont des FFP3? Le masque coûte 4,60 €. Ouais, ce sont des quoi? Des FFP2? Non, mais ce ne sont même pas des FFP2. Alors, donc... 35 000 euros pour 7 000 masques. 35 000 euros, je vous communique la facture. Vous n'êtes pas un peu en déficit à Pointe-à-Pitre? Combien le déficit? On est à combien? On est à près de 90 millions. 90 millions approximativement? Alors, lorsque je mais justement, avant d'en venir justement à cette facture, je regardais un commentaire justement sous Bangou et avec un déficit de 70 millions, on ne l'entendait pas en parlant de vous et voilà que ce soir il veut rétablir la vérité. Bon, les internautes lui ont déjà répondu, mais j'aime bien préciser que M. Varro limite clairement, on a essayé de le faire passer pour un fou quand il a parlé du déficit de 70 millions de la ville de Pointe-à-Pitre et finalement on s'est rendu compte après que la Cour des comptes lui a donné raison. Donc non, il n'était pas en connivence avec M. Bangou et on n'a pas une prise de parole soudaine. Allez-y, M. Varro. Alors, on nous présente un bon de commande avec un devis de 35 000 euros. Alors, je vous permets de regarder. Et là, lorsqu'on regarde, on voit prix unitaire 4,60 €. Là, ça m'a posé un problème. Et lorsqu'on a commencé à poser des questions, pour savoir, déjà qu'on est en déficit, qu'on n'a pas d'argent, on achète un masque 4,60 €. Alors, la réponse qui nous a été donnée, la réponse bateau, que oui, que ce sont des masques qui sont lavables. D'accord? Donc, là, ça me pose un problème. Donc, si je comprends bien, la ville achète des masques plus de 4 fois. J'ai oublié de regarder la date de commande. Le prix supérieur. J'aimerais avoir la date de la commande. 29 mai 2020. Ok. Donc dans la crise. Peut-être que c'est justifié parce que c'était en plein dans la crise et que le marché était tendu. Je cherche des explications, M. Varro. Oui, je comprends. Mais lorsqu'on est déjà dans une situation gravissime, on n'accentue pas le trou encore davantage. Et là, on a plus de 4 fois le prix supérieur à ce qui est prévu par la loi. Il faut savoir que... Mais là... Il avait déjà été élu ou pas? Non, le second tour n'était pas encore passé. Donc ça, c'est M. Bangou alors qui a passé la commande. Tout à fait. Ok. Alors qu'il y a un tarif gouvernemental dans un décret qui les fixe à 0,95 ou à 1,10 €. Là, on nous présente, on a acheté 4,60 € le masque. Donc, ce qui est, pour moi, à mon sens, et je le dis, je le répète, c'est choquant. Alors, vous voyez des petites choses comme ça. Alors, sur les masques,
ils nous disent que oui, que ce sont des masques lavables. Alors, je veux bien, mais je pense qu'on ne lit pas assez les textes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on achète les masques lavables, l'employeur doit prendre en charge le nettoyage, l'entretien des masques. Et cette partie-là, je pense qu'ils l'ont oubliée. Il est écrit noir sur blanc dans le Code du travail, l'article R 4422-1, L 4121-2, L 4122-1. Dès lors que le port de ce type de masque a été décidé comme mesure de prévention contre le Covid-19, l'employeur donne les consignes pour son utilisation dans le cadre des dispositions de l'article L 4122-1 et il doit en conséquence prendre en charge son entretien. Cette prise en charge recouvrant la nécessité d'assurer un suivi du respect des conditions de lavage afin de pouvoir garantir la protection offerte par le masque. Vous voyez? Donc il est clair. Alors je leur ai dit, mais attendez, mais on sait que vous n'avez pas d'argent. Vaut mieux privilégier les masques chirurgicaux. Vous savez que vous achetez des masques chirurgicaux et vous n'avez pas de problème après. Par exemple, on a vu aussi sur des bonnes commandes du 18 août, du 28 août, du 27 août. On a vu par exemple 33 000 Charlotte. 33 000 Charlotte. Alors je leur ai posé la question, mais je leur ai dit... C'est pour la cuisine. Je leur ai demandé, mais attendez, mais non, mais on n'a plus de cuisine. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça de Charlotte? Vous n'avez pas de chirurgien, vous n'avez pas d'infirmier, vous n'avez pas mais uniquement, vous avez uniquement des agents qui donnent le repas, mais vous n'avez pas besoin de 33 000 Charlotte. Pire, peut-être pour les 2-3 prochaines années. Mais pire, c'est qu'on nous présente une facture aussi de 10 000 gants. 10 000 gants. Oh, il est écrit dans leur propre protocole. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, lorsqu'on me donne un dossier, je travaille mon dossier. Il est écrit dans le protocole de ne pas utiliser les gants. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? Que vous avez acheté pour 10 000 de gants, 11 718 €. Or, vous auriez pu utiliser cet argent-là pour faire autre chose. Mais on aimerait bien en fait que les repas soient faits à Pointe-à-Pitre. Ce serait déjà une très bonne chose puisqu'on cherchait, je crois, quelques centaines de milliers d'euros pour la restauration scolaire au moins jusqu'à novembre. Alors Monsieur Varro, qu'est-ce qui se passe au sein de la municipalité? On a la version de Monsieur le maire qui dit qu'il a voulu avoir 4 bénévoles sur les employés communaux ou du CCAS pour venir en renfort de la cuisine centrale au Lamentin. Est-ce vrai que tout le monde a refusé? Alors, déjà de 1, je me rappelle que j'avais fait une lettre ouverte le 31 août aux nouveaux élus de Pointe-à-Pitre, justement sur la situation de la caisse des écoles, où on a entendu que monsieur le maire disait tout haut et tout fort que oui, que les petits pointois ne pourront pas manger, donc il y a des difficultés, qu'il ne pensait pas que la ville était à ce point, tout et tout. Mais je rappelle qu'il était déjà là. Il connaissait les problématiques. Il touchait du doigt les problèmes. Maintenant qu'il a le manche du fouet, comme on dit, où il est poil en main, il a chauffé, il a brûlé. Maintenant, il touche du doigt. Mais il savait tout ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est de la manière dont ça a été géré. Ce dossier-là a été géré. Il a été très très mal géré, dans la mesure où on ne nous dit pas tout. On ne vous dit pas la vérité. Mais dites-nous ce que nous ne savons pas. Voilà, je vais vous dire la vérité. La vérité qu'effectivement, qu'ils ont demandé 4 agents. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le chef cuisinier du Lamentin a demandé 4 agents cuisiniers confirmés, c'est-à-dire qui ont le diplôme. Parce que, vous imaginez, on ne va pas donner à n'importe qui faire à manger pour des enfants. On est d'accord. Pour ne pas choper une gastro ou autre, une contamination ou autre. D'accord? Donc, c'était ça le cahier des charges. In fine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans cette gestion, parce que moi, en tout état de cause, lorsque vous faites ce genre de choses, il faut demander, il faut faire un appel à candidature en interne pour dire que voilà, que nous avons besoin de mains pour pouvoir donner aux petits pointois à manger. Notamment, nous sommes à la recherche de 4 cuisiniers. Et à partir de là, une fois que vous avez fait un appel à candidature, que tout le monde est au courant,
parce que les agents me disent qu'ils n'étaient pas au courant. Qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez attache avec les agents et vous leur dites que voilà, pour les nécessités de service, nous avons besoin de vos mains, nous avons besoin de vous. Et à partir de là, vous négociez avec ces agents-là en leur disant, bon ben voilà, soit vous mettez un véhicule à leur disposition, parce que pour pouvoir aller au Lamentin, il faut bien comprendre que s'il y a des gens qui habitent, par exemple, je ne sais pas moi, à Saint-François ou peut-être à Anse-Bertrand, cette personne-là doit prendre son véhicule pour pouvoir aller au Lamentin, pour pouvoir faire, aller travailler à 4 heures du matin. Ça demande, il y a des risques, il y a tout ça. Mais il faut sécuriser son acte. Il faut sécuriser tout ça et à partir de là, négocier avec l'agent en disant à l'agent, bon écoutez-moi, étant donné que vous êtes porté volontaire, on va augmenter votre régime indemnitaire en compensation pour les frais d'essence, tout et tout. À ce moment-là, vous avez mené une négociation avec les agents. Mais rien n'a été fait en termes de communication là-dessus. Ils ont peut-être cherché à avoir 2-3 agents, mais de la manière dont la gestion de ce dossier a été faite, il a été très 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 mal géré depuis le départ. Donc, in fine, après, qu'est-ce qui s'est passé en termes de communication, là encore une fois, la supercherie, il dit ouvertement, publiquement, que oui, qu'il y a 719 agents et aucun agent ne veut y aller. Exact. Donc, on est en train de mépriser les agents, ceux qui travaillent. D'accord. Sachant qu'il y a déjà des idées qui circulent dans la tête des Guadeloupéens sur les agents communaux qu'on blâme souvent de ne pas faire beaucoup d'efforts. Donc là, c'est venu rajouter une couche, très clairement, je vous le dis. Mais tout à fait. Tout à fait, il est en train de discréditer les personnes qui travaillent, et je ne me cache pas, je ne peux pouvoir le dire, c'est vrai qu'il y a des tirs au flanc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne foutent rien, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait justement pour pouvoir ramener ces personnes-là dans le circuit du travail? C'est ça toute la problématique. Donc, et petite parenthèse, on nous a envoyé un lien justement sur le Facebook, je fais le lien, et la ville de Pointe-à-Pitre a publié il y a une trentaine de minutes que Madame Josie Bardu, employée de la ville, s'est portée donc volontaire pour prêter main forte aux agents de la cuisine du lycée Berthène Juminaire. Donc là, il n'en manque plus que 3. Là encore, vous voyez, la communication, il a fallu que je passe sur Canal 10 pour qu'on puisse communiquer en disant que oui, qu'il y a un agent qui a été porté volontaire. Mais pour moi, c'est pathétique. Mais enfin, bref. Donc, pour revenir un peu... Après, nous, on voit ça d'un bon oeil parce que ça va servir aux petits pointois. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aient à manger sur leur table. Mais moi, je l'ai dit haut et fort dans ma lettre ouverte, j'ai dit que voilà, c'est pas les petits pointois qui ont mis la situation de la ville ici. Ah, clairement. Donc, on ne peut pas s'en prendre aux petits pointois. J'ai trouvé l'idée que la région, que le département puisse porter leur pierre à l'édifice. Franchement, lorsque quelque chose est bien, je le dis. Il est bien. Ça, c'est bien. Mais par contre, lorsqu'on veut jeter le discrédit sur le personnel, là, c'est pas bien. Ça dépend de quel personnel. Et là, en l'occurrence, ce qui m'a encore choqué, c'est de voir comment il a jeté en pâture la responsable de la Caisse des écoles. D'autant plus que c'est elle qui a découvert le détournement de fonds publics. Donc ça prouve que cette personne-là a travaillé et qu'elle ne se tourne pas les pouces. Mais ça, j'ai trouvé ça, lorsque j'ai écouté son intervention, il a pointé du doigt en nommant le nom et le prénom de l'agent. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, on ne peut pas le concevoir. Qui a des problèmes, mais qui a des problèmes, mais qui puisse gérer ça en interne avec les personnes comme il se doit. Donc c'est soit vous lui demandez un peu plus de dialogue en interne. Mais il n'y a pas de dialogue. Mais il faudrait qu'il y ait plus de dialogue donc au sein de la municipalité. Mais bien sûr, on porte notre pierre à l'édifice. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'avais envoyé un recours gracieux pour lui concernant la situation administrative d'un agent. Il m'a appelé, il m'a demandé, Monsieur Varro, est-ce que vous pouvez passer dans mon bureau? Je lui ai dit, bon ben ça ne me pose aucun problème, j'arrive. J'étais avec M. Pancrel ce même jour, donc le temps de sortir de Saint-François pour arriver à Pointe-à-Pitre. Lorsqu'il m'a reçu, il m'a parlé un petit peu de la problématique, de la difficulté qu'il rencontrait concernant le nettoyage de la ville de Pointe-à-Pitre. Il m'a demandé, M. Varro, quelle solution que vous pouvez me proposer? Je lui ai dit, mais c'est très simple, monsieur le maire. On n'a pas besoin de faire l'INA. Il suffit de faire 2 équipes. Une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Vous savez qu'entre 6h et 20h, eh bien, votre commune sera propre.
Donc après, il suffit justement de voir, de faire une réunion avec l'ensemble du personnel, de donner un petit peu le schéma directrice, tout et mettre les personnes aux bonnes places. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis dans le dialogue en permanence. Je suis en dialogue avec la DGS, le DGA. Moi, ça ne me pose aucun problème. S'il faut porter ma pierre à l'édifice, je porte ma pierre à l'édifice. Si on fait quelque chose de bien, je veux dire qu'on fait le bien, mais que lorsque c'est pas bien, je suis là aussi. Clairement, vous les traquez. Hein. Bien sûr que je suis là pour pouvoir dire que c'est pas bon. Et de la manière dont il fait, il est mal parti pour vous. Non, mais il n'est pas sur la bonne voie. D'accord. Il n'est pas sur la bonne voie, il n'écoute pas. Merci beaucoup en tout cas Mario Varro d'être venu sur ce plateau ce soir pour faire un petit point justement sur la situation en ce moment à la ville de Pointe-à-Pitre. On vous recevra prochainement puisque je pense que les épisodes de cette télénovela ne sont pas terminés. Il y a toujours un rebondissement à Pointe-à-Pitre, c'est incroyable. En tout cas, je tiens à le réaffirmer encore une fois pour tous les internautes qui en douteraient puisque je regarde un peu les commentaires. Pourquoi il n'est pas venu déverser la vase du déficit? Il veut manger un bouquet complet maintenant. Varro, t'étais où sous Bangou? C'est ça. 40 années de non-gestion et de mal-gestion. Enfin, on vous pense un peu nouveau dans le game, on va dire. De toute façon, je pense qu'il y a les replays de Canal 10. Donc, très clairement. Non, j'invite ces gens-là justement à les consulter. Je peux en témoigner, je peux l'affirmer. Monsieur Varro fait partie de mes invités et il est constant, justement. Moi, j'aime les personnes qui sont constantes, justement, qui dévient pas. Et c'est vrai que Monsieur Varro, c'est un combattant acharné de l'injustice au sein des collectivités. Et comme je vous l'ai dit, on a même essayé de le faire passer pour un fou parce que j'ai trouvé ça extraordinaire quand même, le niveau que ça avait pris à cette époque-là, puisque c'était il y a plusieurs années, ça doit faire 4-5 ans maintenant, peut-être plus longtemps que vous avez parlé du déficit de la ville de Pointe-à-Pitre en disant qu'il faisait au moins 70 millions d'euros. Tout le monde vous a traité de fou. Clairement, clairement. Comme je vous le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout le monde l'a fait passer pour un fou, alors que finalement, il avait raison. Donc, non, je ne peux pas laisser dire effectivement que M. Varro n'est là que parce que M. Bangou n'est plus responsabilité. En tout cas, merci encore à vous d'être venu sur ce plateau ce soir. Et il a répondu en partie à la question justement, il faut faire le distinguo entre donc, les employés tir au flanc qui sont présents partout, mais qui ne représentent pas la totalité effectivement des employés municipaux à Pointe-à-Pitre. En tout cas, on espère que ça va se pacifier chez vous, parce que bon. Et dernière petite question, par oui ou par non, vous trouvez que la ville est plus propre depuis l'élection de M. Durimel ou pas? Alors, j'ai pas encore. Il faut faire preuve d'honnêteté, M. Varro, sur cette question-là. Vous n'avez pas encore vu? Non, je n'ai pas encore. Ah non. Vous irez voir et vous me répondrez. Si vous pouvez me démontrer. Non, il y a du progrès. Il faut, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon et il y a du progrès. Après, on verra la constance. Comme je dis, c'est sur le long terme qu'on va juger, Merci en tout cas, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info, un nouveau focus. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Des bisous, puisqu'on s'en fait plus dans la vraie vie. Ils seront virtuels. Bisous.